tourner un peu comme ça. Ouais. On va monter ça. 1, 2, test 1. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que des fois, moi, j'entends pas très bien. On va baisser un peu, que je vous vois. Je vais sortir quelque chose qui me... attendez ici. Bon, OK. Kwalite nog sinatshek ni wat ni dog ni akibe ujamidik tibenda de bat mostad guk tande ki beji tande utian tande tibeji tande ki beji awashan genin tande ki beji muteyan tande jnaguk bi madziwin de kaki chikanu dynamic krigarsh tande jnaguk niskin mazwin tande jnaguk Madzwin Negwata, Tani Kiji Aduskestojik, Menoneri Nok, Noniskog, Skindandir, Yaduskestok, Neorizidik, Newazandi Dokni Akiboja Music. Je remercie l'organisation, le Chemin des Mille Rêves, de m'avoir invité. C'est à mon tour de venir présenter mon parcours. J'essayais de trouver un titre pour ma présentation. Parce qu'on m'avait dit de parler du centre de pédiatrie sociale qu'on a dans la communauté, mais aussi un peu mon cheminement. Comment je suis arrivé ici aujourd'hui avec vous, mon chemin, d'où j'ai passé, parce que les chemins des fois sont difficiles, il y a des défis qui sont là à travers nos vies, mais on réussit toujours à passer à travers ce défi-là. Surtout quand on y croit profondément à notre rêve, à nos ambitions. Fait que je vais essayer de vous expliquer un peu mon parcours, mais aussi le centre Miaoso, un des projets qui nous tient beaucoup à cœur dans notre communauté. Puis je vais vous sortir aussi la plume d'aigle que j'ai reçue il y a déjà quelques années. Puis à travers toute la présentation, je vais y faire référence. Parce que la plume d'aigle, on sait tous, hein, elle a une grande valeur sacrée. L'aigle est là pour, des fois, prendre du recul. Mon oncle Roger, qui est un des guides spirituels dans ma communauté, des personnes avec qui j'ai beaucoup de respect, me disait souvent, quand on vit des situations, quand on vit des moments difficiles, des fois, il faut faire comme l'aigle, prendre du recul, se mettre en hauteur, puis regarder notre vie, notre situation, pour mieux apprendre, parce que chaque situation de vie, chaque événement qu'on a dans notre vécu, c'est là pour nous faire apprendre. Quand j'ai fini mon baccalauréat en sciences infirmières, puis quand j'ai fini ma maîtrise, même à l'Université de Montréal, je me disais, c'est le début de mon apprentissage, parce que à chaque jour, on apprend. À chaque jour, on vit des nouvelles choses, puis on apprend de la vie, on apprend des autres, on apprend de nouvelles choses, puis aujourd'hui, même les 2 derniers jours, j'en apprends encore davantage parce que je vois la valeur, puis surtout les rêves qu'il y a dans nos communautés, puis l'énergie qu'on a à travers à travers vous tous, parce que chacun de vous pourriez venir présenter votre parcours. Parce que chacun de nous, on a notre vécu, à chacun de nous, on a relevé nos défis. Puis on a eu le courage de passer à travers. On a eu le courage de dire, on va être capable, on a toutes les forces, puis on va prendre les forces de la terre, les forces de nos ancêtres pour aller de l'avant, parce qu'il faut toujours aller de l'avant. Puis c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui de mon parcours à travers tout ce processus-là. Je vous voilerai pas tout le patch, là. Hein? Fait que je vais faire, du mot bienvenue, je l'ai fait, mon parcours professionnel. Le centre de pédiatrie sociale, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous avez entendu parler du concept de pédiatrie sociale avec Dr. Julien. Le centre Miaoso, Miaoso qui veut dire prendre soin. L'intégration du Atikamekw Neorizio, ça c'est le thème qu'on utilise dans notre nation pour le volet culture. Puis les défis qui sont là chaque jour pour chacun de nous quand on veut avancer, quand on veut prendre du temps. Sandro Chakwan, écoute, moi je viens de Manoan, une communauté Atikamekw dans la région Lanaudière Nord.
Manoine, c'est une communauté qui a été créée en 1906. En 1906, jadis, un des chefs à l'époque qui s'appelait Louis Niwashish, qui est mon arrière-grand-père, qui a eu des discussions avec le gouvernement de l'époque, le gouvernement canadien. Parce que l'histoire des Atikamekw, vous savez, on a poursuivi la rivière Saint-Maurice, puis à partir de Wemotachi, chacun des groupes est parti dans ses territoires. Manoine s'est installé au bord du lac Metabeshkiga, qui est un lac, jadis qui était une rivière, mais avec les inondations, les barrages, c'est devenu un lac. Le lac est communiquant avec tous les rivières, tous les lacs de la région. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y pratiquer nos traditions, nos pratiques. On y pêche le doré. Chacun des membres de notre communauté, il a son campement, son chalet au bord. Manoine, c'est aussi une communauté qui, je pourrais dire, semi-isolée. On n'est pas assez proche pour recevoir tous les services que les gens urbains reçoivent, mais on n'est pas assez éloigné non plus pour avoir toute l'organisation, la structure, comme le Grand Nord ont des fois au niveau de l'organisation. Fait que des fois, on est comme les petits oubliés de notre communauté. On a un chemin à parcourir d'à peu près une heure de route sur un chemin de terre sinueuse, où les gros camions, des fois, se promènent. Puis, ça, c'est tous des défis que nous avons pour notre communauté, pour aller chercher le service, pour recevoir le service, mais aussi pour maintenir et intégrer nos pratiques, nos façons de vivre, puis l'offre de soins qu'on a à aller dans notre communauté. Manoine, au départ, c'était des petites tentes et des petites maisons. Puis avec le temps, ça s'est agrandi. Là, on a le bas Manoine et on a le haut Manoine. Dans notre communauté, on dit en bas, des Chikanan. En haut, c'est en haut. Fait que ça, c'est Manoine. Fait que Manoine, on est à peu près une communauté de on est rendu 3000 membres de la communauté, mais on est à peu près 2800 à rester dans la communauté. Dans la communauté, on a l'éducation, la santé, les services sociaux, on a un dispensaire, un poste de soins infirmiers. On a la sécurité publique, on a un petit magasin de marché d'alimentation, on a 2 restaurants. On a 2 écoles, l'école primaire et l'école secondaire. Fait que ça, c'est ma communauté. Maintenant, je vais parler de moi-même. Moi, je viens de 2 familles, la famille Chakwan, famille de mon grand-père Joseph, ma grand-mère Catherine. Je pourrais dire que c'est une famille qui... on est d'une lignée, parce qu'il y a juste... Les Échakwan, on est toutes de la même famille. Puis c'est une famille qui travaillait beaucoup le bois, parce qu'on me disait que cette famille-là faisait les raquettes, mais aussi les traîneaux quand on allait en territoire. Chaque famille avait son expertise. Mais aussi... dans ma famille, Chakwan, j'ai aussi des guérisseurs, des guérisseuses. Ma grand-mère, Koukoum Catherine, qui était une guérisseuse, à chaque jour, à chaque matin, il prenait son mskumunanatugwabu. C'est comme sa décoction qu'il allait chercher dans la forêt, qui pour renforcer son système immunitaire, faire en sorte que son physique, mais aussi son mental, soit bien. À chaque jour, il faisait ça. Puis, juste en arrière de chez mon grand-père, il y avait une petite rivière. Je me rappelle encore, j'y jouais parce que j'allais souvent chez mon grand-père, Chakwan. Puis, je me rappelle, il y avait toujours une petite rivière où il y avait des petites truites. Puis, plus loin encore, il y avait toujours un petit chemin. Puis, à chaque matin, ma grand-mère allait chercher son lièvre parce qu'elle mettait ses collets, elle mettait toujours ces endroits. Fait que, même si on était dans la réserve, dans la communauté, où on nous avait construit des maisons, elle continuait à pratiquer ces activités traditionnelles, à aller chercher ces plantes médicinales. Puis moi, quand je voyais la petite rivière, puis avec mes cousins, on attrapait les petites truites. Puis c'est drôle parce que je me rappelle encore, on prenait des bocals ou on prenait des choses parce que c'était une petite rivière. Puis là, je disais à mon cousin, OK, va par là, parce que le petit truite, il va passer par là. Puis à chaque fois qu'on ramenait 3-4 petites truites, puis on ramenait ça à ma grand-mère. Puis elle nous le faisait sur le poêle, puis on mangeait nos petites truites
À chaque jour, ça c'est ma famille Chogwan, fait que j'ai beaucoup appris de leur côté, on dirait au niveau du mieux-être, la guérison, le traditionnel des plantes. Mais ma famille Niwashish, qui est aussi une famille qui a été importante parce que on était très proches du côté des Niwashish. Je ne sais pas si vous connaissez mon grand-père, César Niwashish, qui est un des grands artisans au niveau des Premières Nations. Ici à Québec, au Musée de la Civilisation, vous avez probablement vu un des grands canaux d'écorce qu'il a construit. Mon grand-père, je me rappelle de lui, là, quand il faisait ses canaux d'écorce, je jouais souvent autour. Puis c'est drôle aujourd'hui, hein, puis souvent, je me pose la question, il y avait toujours des plantes où il y avait des noisettes. Tu sais, les petites noisettes, là, où il y a plein de pics, là. Puis je me rappelle, j'allais tout le temps en manger, puis j'en mangeais beaucoup. Mais à chaque fois, j'avais mal aux doigts après parce que j'avais cueilli ces petites plantes-là. Puis je voyais mon grand-père, César, travailler sur son canot, mettre les roches à travers le canot qui allait devenir, travailler ses racines, mais surtout aller chercher toutes ces matières-là dans la forêt, dans la communauté, aller chercher les racines, aller chercher le cèdre dans la communauté. Souvent, on allait pique-niquer dans le bois, puis il nous amenait à un endroit avec ma grand-mère, mon grand-père. Puis là, il nous disait, bon, OK, restez ici, préparez à manger, moi je vais aller dans le bois. Puis il partait dans le bois pendant quelques heures. Puis par la suite, il disait tout le temps à mon père, puis à mes oncles, Roger, Benoît, il disait, bon, maintenant, là, j'ai trouvé du cèdre, j'ai trouvé du boulot, on va travailler, puis on va aller chercher les matières premières pour faire. Puis ça m'a beaucoup appris parce que je me dis aujourd'hui, César, il a appris de la nature, il a appris de son grand-père, de son père. Il a appris selon les étapes qu'il y avait à vivre. Puis aujourd'hui, que j'essaie de ramener ça à notre quotidien, puis je regarde nos enfants, je regarde les jeunes, on met beaucoup de pression pour qu'ils réussissent à l'école, qu'ils réussissent l'éducation. Puis, faut les rentrer dans des moules, faut les rentrer dans une structure qui, des fois, n'est pas toujours adaptée. Tu sais, mon grand-père, il a construit son premier canot d'écorce autour de 50-60 ans. Je me rappelle bien, là. Parce qu'il a appris par l'observation, il a appris par comment son père, son grand-père faisait. Je pense qu'aujourd'hui, je me dis toujours, il faudrait revoir nos façons de faire au niveau de l'éducation, puis l'adapter mieux à notre culture, à notre adaptation. Puis revoir un peu nos critères pour que nos enfants puissent mieux vivre leur apprentissage, mieux vivre leur développement. Puis ce que j'ai entendu les derniers jours, ben, on le voit un peu, parce que dans tout notre parcours, chacun de nous, on a pris du temps pour nous-mêmes. On a pris du temps de s'asseoir et de dire, ben, aujourd'hui, je veux prendre soin de moi, je veux prendre soin de ma personne, puis après, je vais continuer. Parce qu'après, je vais pouvoir être mieux, puis je vais réussir. Puis des fois, il faut aussi avoir ce temps-là envers nos enfants qui sont dans nos communautés. Moi, je viens d'une famille élargie, unie. Vous savez, dans ces années-là, je suis né aux alentours des années 70-80. Je dirais pas mon âge, là. Hein? Mais je me rappelle, on n'avait pas de maison. On se promenait d'une maison à une autre, chez mon oncle Benoît, chez mon grand-père. À un moment donné, bon, ils nous ont stationnés dans une petite maison que je vais vous montrer tantôt. Puis le manque de logement dans les années 70-80, ben, elle était bien existante. Puis mais elle est encore aujourd'hui, malheureusement, le manque de logement, parce que dans nos communautés, on n'a pas toujours les logements adéquats pour que nos enfants se développent adéquatement, pour s'assurer que nos enfants soient dans un environnement sécuritaire. Mais j'ai beaucoup appris, par exemple, de rester chez mon grand-père, chez ma grand-mère. Ici, c'est mon premier castor. Je pense que ça a été mon dernier aussi. Parce qu'après ça, j'avais à peu près 12-13 ans. Il a fallu que je quitte la communauté pour aller étudier. Ici, c'est ma mère, la famille Niwashish, Madeleine. En bas, c'est mon père, qui était fier parce que
J'avais tué mon premier castor, puis je me rappelle encore comme si c'était hier, c'était au Lac Blanc, c'était dans nos territoires. Puis à chaque été, on y allait dans ces endroits-là. Puis à un moment donné, je me promenais avec un de mes cousins. Puis là, à un moment donné, je vois une grosse boule brune. Grosse boule brune. Là. Je dis, hein, c'est quoi ça? Mon cousin, je pense que c'est un castor. Va chercher ton 410. J'avais 410, là. C'est le seul que je pouvais prendre quand j'étais jeune. Puis là, bon, je m'en vais chercher, puis là, j'essaie de pointer, là, voir, pour avoir le castor. Puis finalement, bon, on a réussi, puis on l'a mangé très bien. Puis le castor est très bon. Hein. Aujourd'hui, ça me manque parce que j'aimerais manger du castor encore. Puis, fait que c'était des bels apprentissages en territoire, des bels apprentissages en communauté. Je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque je soigne, lorsque j'ai des gens de ma communauté, même des gens de d'autres nations, d'autres horizons, ben j'ai cette sensibilité-là de la culture de la nation, mais aussi le respect des autres. Mon grand-père, ben, j'en ai parlé, ça c'est l'endroit où il faisait ses canaux d'écorce, juste en bas de sa maison. C'est souvent là qu'il faisait son canot d'écorce. Il mettait toujours son cèdre, son bouleau. Juste à la face, il y avait, de ce côté-là, il y avait un grand arbre. Là. Il était tellement grand, ce arbre-là. Puis au bas, là, il faisait bouillir ses racines d'épinette. Parce qu'il prenait la racine d'épinette pour faire de la colle. Il faisait bouillir jusqu'à temps qu'il soit épais. Puis il mettait ça autour là, pour pas que l'eau rentre dans le canot d'écorce. Puis ça, c'est les petites plantes là, où je ramassais les petites noisettes à chaque été. Puis ici, bon, on est en communauté. C'est moi ici avec un drôle de chapeau, là, parce qu'il y avait beaucoup de moustiques. Puis ici, c'est la petite maison où on restait. Parce qu'il n'y avait pas de maison, il y avait une vieille maison en boiron qui était un petit peu en retrait de la communauté. Puis je me rappelle encore parce que ma mère, elle me disait « Ah, Sandro, je t'ai surveillé toute la nuit. » Je dis « Ah oui, comment ça? » Je dis « Parce que quand il faisait très chaud, tout était en bois, puis probablement avec l'humidité, l'eau, puis il y avait des infiltrations, mais le bois pourrissait. Puis on avait des fourmis charpentières. Puis les grosses fourmis charpentières, quand il faisait très chaud, ben, ils tombaient à l'intérieur de la maison. Fait que quand on dormait, ma mère nous surveillait la nuit pour pas que ces fourmis-là rentrent dans nos oreilles ou dans notre nez. C'était peut-être des inquiétudes non fondées aussi. Là. Il nous disait, oh, je t'ai surveillé toute la nuit. Ici, j'avais 6 ans. C'était ma fête, puis j'étais bien content d'avoir mon gâteau. Puis, qu'est-ce qui fait que... Pourquoi je suis allé à la santé? Ma mère a été très malade quand j'étais jeune. Elle a eu la fièvre rhumatismale. Je ne sais pas si vous connaissez la fièvre rhumatismale. C'est que, bon, ils ont attrapé une bactérie, puis la bactérie a s'est logée au niveau de son cœur, au niveau de ses valves, puis ça a fait que sa valve n'était pas complètement... elle travaillait pas assez bien. Puis elle a fait de l'insuffisance mitrale. À un moment donné, il a fallu qu'elle soit opérée à cœur ouvert. Ça, c'est dans les années 70-80 environ. Elle a été opérée une fois, puis je me rappelle quand elle a quitté la communauté, parce qu'on n'avait pas de chemin dans ce temps-là. Puis ça m'avait beaucoup marqué qu'elle quitte la communauté, puis que je la vois pas pendant tout ce temps-là. Puis la deuxième fois, bon, quand la valve elle était plus présente, ben, il a fallu qu'elle retourne se faire opérer. Puis ça m'a ouvert au monde médical, au monde de la santé. Puis je me disais, ben, c'est ça que je veux faire plus tard, prendre soin des gens, prendre soin de ma famille. Faire en sorte que j'apporte une différence pour la communauté. Mais des fois, quand on est dans nos communautés, on a nos rêves, on a notre vision, on se voit dans 5 ans, dans 10 ans. Puis je pense que c'est ce qui fait que des fois, on demande aux jeunes, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu vas être à l'adulte? Des fois, on voit que c'est comme une mission impossible. Hein? Comme la petite souris, là, il va attraper le fromage, mais là, il y a le bidule qui va l'attraper. Fait que des fois, on dit, ça va être dur, ça va être difficile. Puis c'est vrai que moi aussi, ça a été difficile pendant un certain temps. Quand je suis rentré à l'école, je suis sorti de la communauté. Mais c'est le courage de continuer, la persévérance, puis aussi, mais surtout
le soutien de toute notre famille, de la famille immédiate, mais aussi de la famille élargie, qui nous permet de continuer à travailler dans nos études. Dans la communauté, je disais, bon, on a l'école secondaire, l'école primaire Wabush. C'est une école primaire qui existe encore maintenant, qui s'appelle maintenant l'école Pinachis-Simon Ottawa. Anciennement, il s'appelait Wabush, ça veut dire lièvre. Puis, bon, dans ces années-là, puis c'était les sœurs qui nous donnaient l'enseignement. Puis je me rappelle, à chaque matin, on allait prier la Sainte Vierge dans un petit coin. Puis ça a été l'époque où les sœurs nous donnaient l'enseignement à l'intérieur de l'école. Puis après ça, il y a eu l'école secondaire, mais dans ce temps-là, il y avait juste le secondaire 1 puis le secondaire 2. Puis en secondaire 1, 2, ben, il fallait quitter la communauté. C'est-à-dire qu'à l'âge de 12 ans, 13 ans, bon, pour continuer à aller à l'école, il fallait qu'on quitte la communauté, puis rester dans les familles d'accueil. Je me rappelle, on était à peu près 8 dans chaque famille. Puis là, bon, il fallait retourner dans un monde qui était différent de notre famille. Il fallait s'adapter à une autre culture, dans une nouvelle école. Ça a été dur parce que la première année, quand on nous évaluait, quand on sortait de la communauté, puis j'étais pas mal j'étais quand même bon à l'école au secondaire 2. Quand je me suis retrouvé en secondaire 3 à Joliette, on m'a mis dans les groupes faibles. Là, ça me faisait de quoi d'être dans les groupes faibles? Comment ça? Pourtant, j'étais bon. Fait que la première année a été difficile. La différence de culture, l'environnement a fait en sorte que j'ai pas très bien réussi en secondaire 3. Je l'ai refait l'année suivante. Puis voyez-vous, ça m'a pas... J'ai pas considéré ça comme un échec, mais plutôt un apprentissage en disant, OK, je suis rendu là aujourd'hui, je veux réussir dans ma vie, j'ai toujours ma vision de travailler à la santé. Maintenant, il faut que je mette un petit peu plus d'efforts, que je mette du mien. Oui, je suis dans un autre environnement, mais comme la plume, comme les Atikamekw-Kinaurisio, il faut se remettre en équilibre lorsqu'on change d'environnement. L'équilibre, c'est toujours important. Quand on change d'environnement, quand on change de milieu, où il y a un petit déséquilibre qui s'installe, il faut prendre le temps de bien apprendre de ce déséquilibre-là, parce que c'est des apprentissages de la vie, pour se rééquilibrer par la suite. Puis essayer de rester toujours sur le côté positif de la plume. Fait qu'en secondaire, quand j'ai fini mon secondaire, bon, j'étais à l'école Thérèse Martin à ce moment-là, à Joliette, pour faire mon 3, 4, 5. Regardez là, parce que on se record. Après, je suis allé faire mon diplôme d'études collégiales à Joliette. J'ai fait mon cours de sciences de la nature. Un cours qui a été aussi assez difficile, mais j'avais toujours, quand je commençais quelque chose, j'avais l'ambition de le finir. Parce que mon grand-père, souvent, quand il commençait un canot d'écorce, il finissait jusqu'à la fin. Puis ça a toujours été mes valeurs en tant que telles, de toujours persévérer, d'avoir le courage de continuer, mais surtout de finir ce qu'on a débuté. Puis je pense que ça a été une période qui a été quand même grandissante pour moi. Puis quand j'ai fini mon cours, je voulais voir un peu le grand Canada, que je pourrais dire, aller voir un peu en dehors du Québec d'autres horizons. J'avais appliqué à l'Université Moncton en sciences infirmières, c'est-à-dire dans les maritimes. J'avais appliqué ici au Manitoba, je pense que c'était en biochimie, puis au Québec aussi. Puis à ce moment-là, bon, j'ai décidé d'aller à l'Université Moncton, en sciences infirmières, à Moncton. Vous savez, à l'Université Moncton, il y a 3 campus. Il y a Shippagan, il y a Moncton, puis il y a Edmundston. Puis à ce moment-là, je me rappelle, c'était autour de 91. C'est là que mes parents sont venus me porter à Montréal pour prendre le train. Et c'était autour de 5-6 heures le soir. Puis je me rappelle encore parce que ça a été dur de quitter ma communauté aussi loin, à 1000 km de chez nous. Puis quand j'ai pris le train, j'ai voyagé toute la nuit.
parce que ça dure toute une nuit à partir en train jusqu'à aller à Moncton. C'est arrivé à 11 heures le matin à Moncton, puis je descendais du train, puis là, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais loin de chez nous, loin de ma famille? Puis on dirait que j'avais le trac, là, puis j'avais tout ça dedans de moi, là, puis j'avais juste envie de reprendre le train puis de retourner chez nous. Puis je me suis dit non, encore là, je veux rester, puis je me suis engagé dans quelque chose, puis je veux continuer je veux finir mon baccalauréat, puis je veux continuer à ce que je veux faire, toujours travailler pour la santé. Ça a été des belles expériences. Le Nouveau-Brunswick, là, c'est une belle province. Toute la période où j'ai vécu des difficultés en lien avec le racisme, on dirait qu'au Nouveau-Brunswick, je ne l'avais pas nécessairement ce volet-là parce que je sentais qu'il y avait comme une plus grande ouverture envers les autres nations. Après, en 99, quand j'ai fini mon baccalauréat, je suis revenu dans ma communauté parce que j'avais toujours cette ambition de revenir pour ma communauté pour offrir des soins. J'ai commencé à travailler en 99 au centre de santé à Manawan. Puis depuis ce temps-là, ça va faire 20 ans aujourd'hui que je travaille à Manawan. Puis en 99-2000, quand je travaillais, je voyais des patients. Puis je me rappelle quand le docteur Volant parle des Wigenons, tu sais, les testicules de castor que j'appelle. Je me rappelle ma première année quand je faisais de la clinique. Parce que vous savez, dans les dispensaires, en tout cas à Manawan, les infirmières jouent un rôle plus élargi, que je pourrais dire. Ils vont beaucoup plus loin de ce qu'on voit nécessairement dans le milieu urbain. En 99, c'était encore plus présent parce que les infirmières, géraient des situations plus complexes, faisaient des diagnostics dans les communautés, faisaient des traitements que les infirmières ne pouvaient pas faire en milieu urbain. Puis je me rappelle, dans ces années-là, un patient qui arrive, il avait un gros pansement sur sa main, pas encore. Un semblant de pansement qu'il avait fait avec des tissus. Puis là, moi, j'arrivais, je venais de finir mon baccalauréat en sciences infirmières. Je venais d'apprendre que l'asepsie, c'était important. Les bactéries pouvaient nous infecter les plaies, puis tout ça. Et ensemble, je venais de tout apprendre ça, que les bactéries, il fallait toutes les enlever d'une plaie. Fait qu'il m'amène une plaie, j'enlève le pansement, je regarde, il y avait une affaire noire qui était par-dessus. Je dis, c'est quoi ça? Il dit, c'est du testicule de castor. C'est bon. C'est bon pour... Donc là, moi, j'enlève la testicule de castor. Je prends mes désinfectants les plus forts. Je mets ça sur le pansement pour être sûr d'enlever toutes les bactéries qu'il y avait sur la plaie. Parce que là, je pensais à mes cours qui me disaient, mes professeurs qui disaient qu'il fallait enlever toutes les bactéries parce qu'il fallait diminuer l'infection. Puis quand j'ai fini, je m'en vais pour refaire le pansement. Il dit, attention. Je dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il remet son testicule de castor, met ça dans son pansement. Puis, là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me gratte la tête, je dis, en même temps, il croit à son testicule de castor. Je me disais, tantôt, je vais parler plus loin, mais de la sensibilité, mais aussi de l'ouverture de la culture, mais aussi des traditions. Au lieu de lui dire, enlève-moi ça parce que c'est pas bon, puis ça peut s'infecter, je lui ai laissé. Mais j'ai fait l'enseignement sur les signes et symptômes d'une infection. J'ai fait mon suivi plus rapproché pour s'assurer qu'ils reçoivent tous les soins possibles. Mais finalement, ça a bien guéri. On n'a pas eu besoin d'offrir des antibiotiques ou autres. Ça a fait le travail qu'il y avait à faire au niveau de son pansement. Ça, c'est la première expérience que j'ai eue avec la médecine traditionnelle dans ma communauté. Mais à travers mon parcours, quand j'ai commencé autour de 99-2000, je voyais qu'il manquait quelque chose dans l'offre des soins. Puis moi, j'ai toujours eu cette préoccupation-là d'offrir plus aux communautés, d'offrir mieux. Mais puis je voyais que, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. On ne donnait pas des services adéquatement à nos communautés. J'envoyais des patients à l'hôpital où j'essayais d'offrir le meilleur des services, mais je voyais qu'il y avait des lacunes. C'est là que j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Puis je l'ai faite sur tout l'aspect collaboration entre infirmières et médecins. Comment les infirmières et les médecins peuvent travailler ensemble pour donner le meilleur service aux patients. C'est ça le sujet de mon étude.
Puis aussi dans un contexte où on travaille entre deux organisations, mais surtout deux mondes, qui sont les dispensaires et les milieux hospitaliers. Fait que tout ça fait en sorte que ça a façonné un peu ma façon de voir les choses, ma façon de voir les organisations, les services, mais aussi de travailler en partenariat avec nos collègues médecins, mais aussi les autres organisations de d'autres communautés. Ça a été la maîtrise. Puis, à travers ça, quand je suis revenu dans ma communauté en 2003, parce que j'ai fini en 2003 ma maîtrise, ce que j'ai appris de cette maîtrise-là, de toujours réfléchir, de toujours regarder un petit peu l'organisation de service pour mieux offrir, je suis revenu dans ma communauté, puis on m'avait donné le mandat de développer le projet de télésanté en gynéco-obstétrique à Manoane. Parce qu'encore là, je me disais, bon, on avait des femmes enceintes qui partaient de Manoane à chaque mois, des fois c'était à chaque semaine, qui faisaient le chemin de terre, le chemin sinueuse. Puis on avait des infirmières dans la communauté qui jouaient un rôle. Je voyais que leur rôle n'était pas tout à fait ce que moi j'aurais voulu qu'ils jouent. C'est là qu'on a commencé à réfléchir ensemble avec le centre hospitalier, l'équipe en place. On a regardé ensemble toutes les façons de faire, puis on s'est dit, je pense qu'on peut faire plus, on peut faire mieux. Oui, la technologie, on peut l'utiliser. Autour de 2009, on a mis en place un programme de télémédecine en gynéco-obstétrique avec l'équipe de gynécologues obstétriciens du centre hospitalier, les médecins de famille, mais surtout les infirmières du milieu, où ils ont développé leur rôle, on a augmenté leurs compétences pour assurer le meilleur suivi possible aux femmes enceintes. Puis la première année d'opération avec tout ça, parce que ça a été un travail d'équipe, un travail où tout le monde croyait à offrir mieux, mais on a diminué presque de moitié, je pense, le taux de prématurité dans la communauté, parce que il y avait un meilleur suivi, il y avait un meilleur présentéisme au niveau des suivis, parce que c'est pas évident, des fois, de quitter la communauté. On a d'autres enfants, il y a 2-3 autres enfants. Fait que des fois, le suivi, c'était un défi dans nos communautés. Mais à travers tout ça, quand j'ai fini ma maîtrise, à travers ça, j'ai entendu parler de la pratique avancée. J'ai dit, il y a des infirmiers praticiennes dans d'autres provinces, aux États-Unis, on en parlait beaucoup. Puis j'avais un collègue qui faisait son cours d'infirmier praticien en ligne. Puis je me suis dit, il me manque encore des connaissances. Je vais aller chercher encore d'autres choses. Fait que je me suis inscrit à mon cours d'infirmier praticien à l'Université d'Ottawa. Un cours qui se donnait en ligne, mais que j'allais souvent aussi à Ottawa pour aller recevoir des cours. Puis j'ai fini autour de 2006 mon cours d'infirmier praticien. J'ai fait mon examen en Ontario. Puis je suis revenu dans la communauté. La loi au Québec, elle n'existait pas encore pour légaliser la pratique avancée. Mais en 2007, quand la loi est passée, elle existait, mais pour la première ligne, elle n'existait pas encore. Puis en 2007, quand la loi est passée, on était 7 au Québec à être les premiers infirmiers praticiens en soins de première ligne. Puis j'étais un des premiers qui travaillait dans les communautés autochtones. En 2007, quand j'ai fini, j'ai commencé à pratiquer. Je faisais de tout. Je faisais des soins de première ligne, mais tout en collaborant avec les infirmières. Mais on faisait vous savez, dans les communautés, on fait beaucoup de pédiatrie. Dans notre communauté, je pense que c'est autour de 48% en bas de 18 ans. Fait qu'on a une clientèle qui est très jeune. On faisait beaucoup de pédiatrie. J'ai travaillé avec des médecins qui faisaient de la pédiatrie. J'ai appris beaucoup d'eux. On faisait aussi des soins à domicile. On faisait de la santé scolaire. On faisait tout le volet aussi de la gestion au niveau des enseignements, au niveau de la maternité. Fait que c'est un peu les activités que j'ai fait à travers mon cheminement. Puis, mais aussi, l'idée, c'est aussi de transmettre aux autres la passion ou la flamme, soit au niveau de la santé, mais aussi au niveau de leur ambition, au niveau de leurs rêves, pour s'assurer qu'ils continuent d'aller à l'école. Ça a toujours été ça qu'on fait dans notre communauté, mais comme moi, ce que je faisais, c'est de promouvoir l'éducation, promouvoir l'envie, le courage et la persévérance de continuer dans ce qu'on veut faire.
Fait qu'on faisait, moi, j'ai suivi beaucoup d'enfants dans la communauté, j'ai suivi beaucoup de jeunes filles, les aînés aussi, parce qu'on faisait de la maladie chronique également, avec toute l'équipe médicale. Mais on travaille. Ce qui était intéressant, c'est que on travaillait beaucoup en partenariat avec les infirmières. Puis tranquillement, on a intégré les infirmières auxiliaires dans l'organisation de service parce que on se disait, bon, on veut que chacun prenne leur plein champ de compétences dans ce qu'il est capable de faire. Parce que les médecins, quand ils viennent dans la communauté, on n'a pas de présence médicale temps plein dans notre communauté. On a des médecins qui viennent faire des visites. Des fois, c'est une fois par mois, 2 fois par mois. Mais tranquillement, on améliore l'offre de service. Mais les infirmières et les infirmières auxiliaires assurent cette première ligne-là. Puis on essaie de développer, s'assurer que tout le monde travaille à son plein potentiel. Tout en intégrant la culture puis aussi les traditions à travers la communauté. 11h30. Tantôt, je vous disais, on est une communauté éloignée, ce qui fait que des fois, les défis qu'on a, c'est de recrutement, d'assurer que les gens reçoivent le service à même leur communauté, mais aussi qu'ils quittent la communauté pour recevoir le service. La pratique infirmière, vous savez, elle est très vaste. Il y a les infirmières techniciennes qui sont là, mais les infirmières bachelières qui ont aussi leur champ de pratique. Les infirmières cliniciennes spécialisées, qui, eux, vont beaucoup travailler avec les infirmières ou les services pour développer des programmes. Il y a les infirmières praticiennes spécialisées, qui, eux, vont être plus centrés sur le clinique aussi, mais aussi sur les soins du patient. Mais chacun apporte son point de vue. Puis tout ce cheminement-là fait en sorte que la pratique infirmière, c'est quand même en tout cas, à mon avis, c'est très vaste, puis le sentiment qu'on a des fois de soigner les gens, puis que les gens soient reconnaissants. C'est à chaque jour, ça nous fait du bien dans notre cœur, dans notre mieux-être, puis surtout quand on l'apporte dans notre propre langue, dans notre propre culture. Je me rappelle à un moment donné, il y avait un enfant qui criait, puis on est venu me chercher pour venir voir l'enfant. C'était un enfant atikamekw. Puis juste de me voir, l'enfant s'est calmé. Que je lui parle en atikamekw, que je m'adresse avec tout le respect. On dirait que l'ambiance s'est calmée. Tout le monde s'est un peu s'est calmé dans cette clinique-là. Puis on a pu donner le service qu'il était à offrir pour cet enfant-là. C'est la même chose des fois pour les personnes âgées. À un moment donné, il fallait que j'explique à une personne âgée que son cancer est en train d'évoluer dans ses poumons. Je ne savais pas comment lui dire qu'il y avait une cellule cancéreuse qui était dans ses poumons et qu'il ne pouvait plus rien faire. Fait que j'ai essayé d'être imaginatif dans mon explication, puis je disais Mandjouch, c'est comme bibite. Il dit Mandjouch, il est en train de manger tes poumons à l'intérieur de toi. Puis là, j'ai essayé d'expliquer ça en atikamekw, puis elle avait compris. Juste de l'expliquer dans la simplicité, des fois, ça fait le lien. Puis, c'est drôle, elle avait presque 80 ans, elle fumait une cigarette une après l'autre. Quand je lui ai expliqué tout ça, elle a arrêté de fumer le lendemain. C'est sûr que c'était trop tard pour elle, mais des fois, de se dire, on ne veut pas trop compliquer. Quand on fait l'enseignement, on ne veut pas trop compliquer, mais d'essayer d'être le plus simple possible. Fait que des fois, la mission, on la trouve impossible, on arrive à nos fins, malgré les défis, malgré le parcours. Des fois, ce qu'on veut, c'est d'avoir notre petit fromage au bout de la ligne. Bon, maintenant, le centre de pédiatrie sociale. Je vais vous faire se passer, parce que le centre de pédiatrie sociale, ça vient un peu de Dr Julien. Je ne sais pas si vous connaissez Dr Julien, qui est un pédiatre qui travaille à Montréal. Pour l'avoir rencontré à quelques reprises, me disait la pédiatrie sociale s'est beaucoup inspirée des valeurs autochtones, des valeurs de famille, le cercle des aidants, le cercle de guérison. Quand on a entendu parler de la pédiatrie sociale, on s'y est intéressé et on se dit c'est ça qu'on veut faire pour notre communauté. Fait que pour vous montrer un peu, c'est quoi la pédiatrie sociale, j'ai une petite vidéo pour vous. Je ne sais pas si ça va marcher.
Mélissa a 10 ans. Elle évolue dans un milieu de vie difficile. Mélissa. A 10 ans. Elle évolue dans un milieu de vie difficile. Elle partage avec sa mère et son petit frère un logement froid et insalubre. Elle a le rhume continuellement. Sa mère travaille de nuit et n'est pas très présente pour s'occuper d'elle. Son père, lui, un homme violent, est tenu à distance par les autorités. Les ressources manquent. Un intervenant de la protection de la jeunesse est déjà sur le dossier. La petite Mélissa dort mal et tient des propos sombres et suicidaires qui inquiètent ses proches. À l'école, elle pleure souvent et manque d'attention en classe. Ses résultats scolaires sont catastrophiques. Elle a récemment développé des problèmes de comportement et elle accumule les absences. Son enseignante propose une rencontre au centre de pédiatrie sociale pour mieux identifier ses besoins et lui offrir des services cohérents. Pour dessiner un portrait global de la santé de Mélissa, l'équipe de pédiatrie sociale réunit autour d'elle les adultes significatifs et les intervenants qui la côtoient déjà. Dans un climat informel, Mélissa se fait enfin entendre de tous et chacun peut raconter l'histoire qu'il partage avec elle. Chacun prend connaissance des difficultés qui se dressent sur la route de Mélissa. Plusieurs de ces difficultés nuisent à la satisfaction de ses besoins essentiels et bafouent ses droits fondamentaux. La rencontre met également en évidence les nombreuses forces de Mélissa. Elle est sociable et affirmée, c'est une enfant très responsable, elle exprime très clairement son désir de réussir malgré les obstacles et elle démontre beaucoup d'intérêt pour le dessin et la musique. Afin d'agir à la racine des maux qui affectent Mélissa et éliminer les obstacles qu'elle rencontre, on mobilise plusieurs ressources. Le médecin précisera le diagnostic des différents troubles. La travailleuse sociale trouvera avec la mère de Mélissa des façons de mieux soutenir sa fille. L'avocat apportera son soutien pour résoudre le problème d'insalubrité du logement. L'art-thérapeute aidera Mélissa à mieux comprendre le sens de ses émotions. Des bénévoles soutiendront ses nombreux potentiels en lui proposant des ateliers de dessin, de musique et de l'aide aux devoirs. Et on collaborera également avec des partenaires externes afin de lui offrir les ressources essentielles. Comme Mélissa, des milliers d'enfants vivent en situation de vulnérabilité et rencontrent de nombreux obstacles qui nuisent à leur santé et à leur développement. Tous ces enfants seront un jour des adultes appelés à contribuer à la société. La pédiatrie sociale en communauté vise à donner la même chance à tous les enfants de développer leur plein potentiel. Ils pourront ainsi prendre leur place dans la société de façon équitable. Fait que ça, c'est de la pédiatrie sociale. Donc, je trouvais ça intéressant de vous faire voir ce petit vidéo-là parce que ça explique tout le concept de la pédiatrie sociale. Vous avez sûrement reconnu un peu des fois que la réalité dans nos communautés, c'est un peu ça, hein, les logements qui sont pas tout à fait adéquats, les difficultés dans nos familles, l'alcool, des fois la détresse que les gens vivent dans nos communautés. Puis on demande à nos enfants d'apprendre dans ces conditions-là, de réussir dans ces conditions-là. Puis je trouve que ce qui me marque beaucoup dans ça, c'est quand on parle d'équité. Que nos enfants puissent recevoir tous les services selon tous les droits qui sont qu'on devrait avoir, l'équité en termes de services. Puis quand on parle d'équité, c'est pas d'avoir égal, tu sais, d'avoir le même service pour tout le monde. Parce que je pense que chaque nation a le droit de recevoir des services en fonction de ses besoins,
en fonction de ce qu'on devrait recevoir. Des fois, c'est ça qui est difficile d'aller défendre auprès d'autres organisations, auprès de d'autres instances, puis leur dire, ça prend plus de temps pour enseigner aux Atikamekw ou aux autres nations. Quand on a un nouveau diabétique, par exemple, ça prend plus de temps de soigner ces gens-là. Pas parce qu'ils n'ont pas une intelligence égale, parce que c'est une autre nation, une autre culture, d'autres traditions. Puis il faut prendre ce temps-là pour l'intérêt des nations autochtones. Parce que si on ne l'apprend pas, c'est sûr qu'il y a l'équité, on vient de le mettre un peu de côté. Je pense que c'est ça qu'on veut mettre de l'avant avec le Centre Miyaoso, c'est de s'assurer que tous les enfants reçoivent les meilleurs services en fonction de leurs droits. Les Nations Unies ont écrit la Convention relative aux droits de l'enfant, qui décrit un peu tous les droits que les enfants devraient recevoir. Mais aussi, l'Assemblée des chefs, il y a la Déclaration sur les droits des enfants des Premières Nations. Puis on y voit aussi là-dedans tous les droits. Puis c'est ce que le Centre Miyaoso veut défendre à travers les services qu'ils vont recevoir. La mission du Centre Miyaoso, c'est tout nouveau. Je veux dire, c'est tout chaud parce qu'on a travaillé fort cette semaine pour essayer de voir quelle serait la mission. C'est encore en mouvement, que je pourrais dire. Mais toute l'équipe du centre, avec le conseil d'administration, parce qu'on est une organisation indépendante comme telle, c'est donné comme mission, ce soit d'accueillir. Accueillir, c'est-à-dire que les gens puissent venir au centre, qu'ils puissent se sentir bien, qu'ils se sentir comme chez eux, qui n'ont pas l'impression de rentrer dans un dispensaire, dans une clinique, mais qui ont l'impression de rentrer chez eux. C'est ça, accueillir les gens au Centre Miyaoso. Qu'on les soutienne dans tous les services, qu'on les dirige au niveau des organisations, parce que des fois, on voit dans nos communautés, en tout cas à Manoan, on dirait que faut aller tel service, aller chercher d'autres services par là. À un moment donné, on devient tout mêlé dans où est-ce qu'on peut aller chercher les services. Fait que le Centre Miyaoso a comme mission d'assurer que l'enfant et sa famille soient bien dirigés dans l'offre des services, soient soutenus, mais surtout accueillis, se sentent bien accueillis. Puis tout ça pour favoriser son développement optimal. Développement optimal, c'est-à-dire qu'il y ait tous les outils nécessaires pour qu'il puisse bien se développer, qu'il se sente en sécurité. Tout ça en respect de la culture Atikamekw-Neorizo, de ses droits, mais aussi de ses intérêts. Atikamekw-Neorizo, ça veut dire être un Atikamekw qui est en équilibre avec son environnement. Neorizo, ça veut dire un état samik, c'est-à-dire d'être en équilibre, avec son environnement pour s'assurer qu'il soit bien dans son état d'être. C'est ça, être Atikamekw-Neorizo. C'est pour ça qu'on l'a mis à l'intérieur de la mission du centre. Les valeurs qu'on s'est données, c'est la culture, la famille, le mieux-être, la collaboration, puis le respect. Toutes ces valeurs-là rentrent dans l'offre de soins. Respect de la culture, respect des traditions, respect des pratiques ancestrales. Ça va être l'endroit où il va y avoir transmission des cultures. J'ai entendu dans les 2 derniers jours la rupture qu'il y a eu entre les aînés et les plus jeunes. L'époque des pensionnats où on a enlevé les enfants dans nos communautés. Du jour au lendemain, il n'y avait plus d'enfants qui jouaient dans les rues. Il n'y avait plus cette joie vive qu'il y avait avec les enfants. Je dis souvent, on a enlevé le droit d'être parent à ces personnes-là. Puis aujourd'hui, avec le Centre Miyaoso, on veut redonner ce droit-là à ses parents, de retrouver leur rôle d'être parents. Le respect, la famille, le mieux-être, c'est aussi des éléments qu'on veut mettre de l'avant. Le Centre Miyaoso, ça a commencé en décembre 2014. On avait entendu parler du concept de pédiatrie sociale. Puis on avait également, au niveau de la commission, du financement via la Fondation Avenir Enfants. C'est là qu'on a dit, c'est ça qu'on veut faire pour notre communauté. On a construit le projet, on a soumis nos projets aux instances gouvernementales. Ça a été dur un petit peu, toujours de faire reconnaître nos besoins, de faire reconnaître nos orientations. Au début, on a eu un refus, mais on n'a pas lâché. On a dit, on y croit à notre projet, puis on veut aller de l'avant.
Puis on a su convaincre aux organisations, mais aux instances gouvernementales que c'est ça que nos enfants avaient besoin, puis que le statu quo ne pouvait plus exister, parce que on voulait donner le meilleur pour les enfants de la communauté. Il me reste 10 minutes? OK, je vais me dépêcher. Le système actuel, c'est ça qu'on disait, on ne peut pas avoir le statu quo, parce qu'actuellement, tous les services se donnent, mais des fois sont cloisonnés, c'est donné à différents endroits. Ce qui fait que des fois, le parent se promène de l'éducation, la santé, les services sociaux, le guérisseur. Puis, nous, ce qu'on veut pour le centre Miaoso, c'est d'offrir tout ça à l'intérieur du centre. Pas tout, mais d'être le garant des bons services, puis faire des liens avec les partenaires, les services sociaux, l'éducation, que les parents viennent, l'enfant puis les parents viennent au centre, puis recevoir le service, puis faire des liens. Au niveau clinique, on a 2 médecins qui sont affiliés au centre Miaoso. On a une infirmière, Joliane, qui est ici avec nous, une infirmière en pédiatrie sociale. On a une TS, on a une TES également. Moi, comme EPS, je suis impliqué dans le projet également. C'est cette équipe-là qui font l'évaluation au tout début. Vous voyez ici un peu le modèle. C'est qu'au début, il y a comme une pré-évaluation qui fait lorsqu'il y a des références. L'important de la pédiatrie sociale, c'est qu'elle soit au cœur de la communauté, puis qu'il soit de proximité avec les membres. Puis après ça, il y a une évaluation qui fait avec un groupe de professionnels, mais surtout, c'est avec les personnes significatives de l'enfant, les parents, les grands-parents, les cocos, puis les mouchoums, les tantes. Ça pourrait être l'école aussi qui viennent s'asseoir autour du grand table pour dire qu'est-ce qu'on doit faire pour l'enfant qui est autour de la table, comment on peut l'aider pour améliorer sa réussite scolaire, pour améliorer son mieux-être. Puis tout ça pour mettre en place des services autour de l'enfant. On a tout le volet communautaire aussi qu'on veut mettre en place parce qu'on veut intégrer la culture, la nation atikamekw, les pratiques ancestrales. La forêt, puis c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant. Les enfants qui pratiquent les pratiques ancestrales. On a un lac, parce que c'est important d'utiliser le lac pour donner des meilleurs services. Jordan, je ne sais pas si vous connaissez Jordan, sûrement. Ben Jordan, il est intégré au centre Miaoso parce que on se disait, c'est là que les enfants vont voir les déficits de services, l'écart qu'il y a actuellement entre les services qu'ils devraient recevoir. Fait que Jordan va venir combler cet écart-là à l'intérieur du centre Miaoso. Puis là, à un moment donné, dans nos réflexions, c'est comment on intègre la culture, comment on intègre notre vision autochtone à l'intérieur de cette clinique-là. Mais nos réflexions actuellement portent sur toute la roue médicinale. Puis hier, quand on entendait M. Oscar, puis tous les gens, comment la roue peut être intégrée dans l'évaluation, mais aussi dans l'intervention à l'intérieur du centre. Puis, tu sais, on disait, la partie de l'Est, c'est la partie où est-ce que le bébé commence sa vie. Puis, l'évolution de la vie à travers l'enfant, il va être suivi avec les 5 directions. Le côté physique, le côté émotionnel, le côté mental, puis le côté spirituel. Le côté physique, de voir au niveau physique, comment est-ce que l'enfant grandit bien, y a-t-il un souffle cardiaque, y a-t-il un déficit, le côté émotionnel, comment l'enfant vit à travers son cheminement avec la famille, comment le mental rentre en jeu, puis le spirituel aussi. À Calgary, Jolene disait, c'est vrai, il y avait une docteure qui disait, le lien avec le territoire, c'est important. Fait que tout ça va être mis en place aussi à l'intérieur du centre Miaoso. Puis on veut l'intégrer dans le modèle holosystémique. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle holosystémique. J'ai pas mis la référence, mais dernièrement, j'ai eu un article super intéressant qui vient d'une travailleuse sociale, mais qui dit que la personne est au centre, mais l'environnement autour est important. La famille élargie, la communauté, puis l'environnement social. Tantôt, quand je disais, ça rejoint beaucoup à l'équilibre avec son environnement. Le travail avec l'environnement autour pour le mieux-être de la personne. Fait que ça va être un peu ce qu'on veut, la réflexion qu'on a, c'est qu'on veut mettre de l'avant ce modèle-là pour l'intervention. Mais tout ça pour assurer la sécurité et la compétence culturelle au niveau des intervenants. Mais c'est quoi la compétence culturelle? Bon, il y a Campina Bakot qui disait, c'est être sensible à la culture, c'est-à-dire de notre propre culture, mais aussi de la culture des autres. Avoir des connaissances sur la culture. C'est quoi les pratiques qui sont faites avec les 6 saisons atikamekw?
les habilités, assurer que la transmission se fait, avoir une conscience, mais surtout d'avoir des rencontres, être en contact avec la culture des autres. Ça, c'est important quand on veut développer notre compétence culturelle. Mon grand-père, encore ici, il faisait son castor dans sa maison. J'ai vécu beaucoup longtemps dans cette petite maison-là, même si on avait notre petite maison. Puis je me rappelle quand je rentrais de chez nous, puis mes parents étaient partis, ma grand-mère me disait, « C'est qui? » Je dis, « C'est Sandro. »« Ah, tes parents sont encore en ville? » Parce que des fois, ils étaient en rencontre. Il dit, « Oui. Fais-toi coucher en dessous de la table. » Je me mets mon petit coucher en dessous de la table, puis j'allais me faire mon petit lit. Le contexte historique, je vais passer parce qu'on a parlé avec Dr. Walland, comme quoi, c'est sûr que ça a des répercussions sur la santé. Mais, je pense que le défi pour le Centre Mianceau, mais pour tous les centres de santé aussi, c'est toujours tout le concept du mieux-être, de l'équilibre, toujours d'essayer d'être le côté positif de la vie. Et non pas de rester dans le négatif, parce que mon oncle Roger, il me donnait l'enseignement de la plume, il disait, la plume, ça représente toute la vie, ça représente la femme, ça représente l'homme, ça représente nos premiers apprentissages, ça représente le côté positif de la vie, le côté négatif de la vie. Puis on essaie toujours d'être au-dessus parce que si on est dans la noirceur, on n'est pas bien à l'intérieur de nous. Puis quand il y a un déséquilibre qui s'installe, c'est important d'apprendre de ce déséquilibre-là pour être plus fort par la suite dans la vie. Fait que la plume, l'équilibre, l'environnement, la famille, l'enfant, je pense que c'est tous des concepts qu'on veut intégrer à travers nos soins au Centre Mianceau. Le territoire, c'est important, mais aussi l'importance d'intégrer la médecine traditionnelle, les pratiques ancestrales, utiliser les compétences du milieu, parce qu'on a des guérisseurs, on a des gens, des sages-femmes dans la communauté, respecter la réalité autochtone, le décloisonnement, je parlais tantôt que des fois on est décloisonné dans nos structures, la continuité puis l'identité autochtone. Les pratiques ancestrales, j'avais mis des photos des défis, j'en ai parlé tantôt. Mais c'est sûr que les défis, des fois, dans la communauté, c'est de continuer d'offrir le service avec le financement que nous recevons. Le Centre Mianceau, actuellement, on est dans des salles très restreintes. On veut développer une nouvelle infrastructure qui va répondre mieux aux besoins, qui va être un peu en retrait de la communauté, mais qui va intégrer aussi la culture, la forêt autour, pour mieux représenter notre nation puis nos pratiques ancestrales. Un petit aparté, avec l'Université de Montréal, puis le CIFI, puis des infirmières autochtones, on a développé un référentiel de compétences des infirmières qui veulent travailler chez les Premières Nations. Dans ce référentiel-là, on a 7 compétences qu'on doit acquérir quand on veut travailler dans les communautés de Premières Nations. Puis une des compétences qu'on a mis de l'avant, c'est la compétence culturelle. La compétence culturelle, qui est très importante. Puis il y a 2 éléments de compétence là-dedans qui sont importantes, soit d'intégrer l'histoire et la culture de la personne, la famille, sa communauté, mais aussi établir un dialogue avec la communauté puis les Premières Nations. C'est un référentiel qu'on a travaillé avec un groupe d'infirmières autochtones, mais aussi non autochtones. Puis je trouve que ça vient tellement encadrer la pratique dans nos communautés, où la culture, les traditions, l'intégration des guérisseurs doivent être faits pour donner des meilleurs services à notre communauté. Puis ici, c'est ma petite famille, ma blonde, mes enfants, pour lesquels ils m'ont accompagné dans tout mon parcours, puis je les remercie aujourd'hui pour me donner la force de continuer, la force de toujours aller de l'avant quand on fait face à nos défis. Miigwech. Miigwech, bravo. Oui. Vraiment. Juste le dernier. Oui, vas-y. Je te laisse aller. Moi, quand on me donne le micro, là, je suis plus capable de m'en passer. Non, je voulais juste un dernier mot pour la plume. Bon. La plume. Vous savez, la plume, chez les Premières Nations, je disais tantôt, c'est très important. Mon oncle Roger me disait,
La plume, ça représentait un peu comme les diplômes dans les communautés. À chaque étape de la vie, à chaque moment où on allait à une autre étape de notre vie, où on avait une reconnaissance, ben, tu recevais une plume. La plume, c'est pour ça que les grands chefs avaient plusieurs plumes, parce que justement, il y avait cette sagesse-là, il y avait ces étapes-là qu'ils avaient vécues à travers leur vie, ben, c'était important. Et c'était tellement important qu'ils les mettaient à des endroits pour pas l'abîmer. Souvent, c'était derrière la tête qu'ils les mettaient, justement, parce qu'ils voulaient le porter sur soi. Puis c'était important. Puis, moi, je l'ai reçu quand j'ai fini ma maîtrise. Puis ça a été tellement une belle étape. C'est ma tante Cécile, parce qu'on me disait, tu peux pas t'acheter une plume. J'en voulais tellement une, puis je me disais, j'attendais le moment d'en avoir une, puis c'est ma tante Cécile qui m'a donné ma plume, puis aussi l'endroit pour l'entreposer. Là. Fait que je voulais juste vous dire, la plume, c'est important. Le jour où vous allez l'avoir, vous allez voir le sentiment de mieux-être que vous allez recevoir quand vous allez la recevoir. C'est mieux que d'avoir un diplôme, des fois, parce qu'on avance dans la vie. Mais